Une valise contenant 5 milliards de francs CFA traverse Ouagadougou au cœur de la nuit sans bruit. Cette somme, déplacée en liquide, entre en collision avec le discours rassurant des investisseurs et révèle une lutte silencieuse pour empêcher qu'un pays fragile ne soit acheté par fragments. Que signifie, pour celui qui regarde de loin, laisser l'argent décider à la place d'un peuple au moment même où Ibrahim Traoré tente de verrouiller une transition sous pression? Quand l'avenir d'un État tient dans une valise, la frontière entre affaires financières et crise politique disparaît. Ce récit avance une promesse précise: donner aux spectateurs une grille de lecture claire pour comprendre comment l'argent liquide des structures prétendument humanitaires et des intermédiaires discrets peuvent devenir des instruments d'ingérence politique. L'objectif n'est pas de dénoncer un scandale isolé, mais d'expliquer un mécanisme reproductible, souvent invisible, qui agit dans les moments de transition institutionnelle. Pour celui qui regarde, l'enjeu est concret. Il s'agit d'apprendre à repérer les signaux faibles là où tout semble encore normal. Un financement présenté comme urgent, un rendez-vous informel, un protocole déjà rédigé. En une séquence, ces détails peuvent faire basculer l'équilibre d'un État sans qu'aucun affrontement ouvert n'ait lieu. Au Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette mécanique est stoppée avant qu'elle n'atteigne son objectif. Mais la question dépasse ce cas précis. Si une seule valise peut concentrer autant de pouvoir, combien d'autres circulent ailleurs sans être interceptés dans des contextes tout aussi fragiles? La révélation intervient immédiatement. Cette affaire ne commence ni par un sommet diplomatique, ni par une annonce officielle, mais par un contrôle presque routinier. Une valise contenant 5 milliards de francs CFA est interceptée, portée par un homme dont le profil ne correspond à aucune activité économique déclarée. En un instant, un objet banal devient un signal d'alarme. Très vite, les services de sécurité comprennent que la somme ne peut être interprétée comme un investissement classique. Aucun contrat, aucune trace bancaire, aucune structure légale ne justifie un tel déplacement de liquidité. Ce qui apparaît alors, ce n'est pas une infraction isolée, mais l'ombre d'un mécanisme plus vaste. L'argent n'est pas destiné à financer un projet. Il vise à orienter des décisions humaines au moment précis où l'équilibre politique reste instable. En remontant la piste, les enquêteurs identifient une logique récurrente. Des intermédiaires discrets prennent contact avec certains officiers. Les propositions sont présentées comme temporaires, pragmatiques, presque techniques. Le vocabulaire est soigneusement choisi: soutien, accompagnement, transition maîtrisée. Rien qui évoque frontalement une prise de pouvoir. C'est dans cette zone grise que l'ingérence trouve sa force. Ibrahim Traoré décrit plus tard cette période comme une guerre invisible. L'expression n'est pas métaphorique. Aucun coup de feu n'est tiré, aucun char ne se déplace, mais chaque rendez-vous, chaque appel, chaque document préparé à l'avance devient une pièce d'un échiquier silencieux. Le conflit se joue dans des bureaux loués pour quelques jours, des hôtels anonymes, des échanges qui ne laissent que peu de traces. Pour le spectateur, un basculement s'opère à ce stade. La valise cesse d'être un simple symbole. Elle devient la preuve matérielle d'un système où l'influence étrangère ne s'impose pas par la force, mais par la persuasion financière, exploitant les fragilités d'un État encore en transition. Une question reste alors ouverte: comment ce piège a-t-il été refermé sans violence? Le récit se structure alors autour d'un petit noyau d'officiers burkinabés, devenus malgré eux les personnages guides de cette séquence. Ils ne sont ni des figures publiques ni des décideurs politiques visibles, mais des hommes placés à des postes intermédiaires, suffisamment proches du terrain pour percevoir les anomalies et assez intégrés à la hiérarchie pour que leur choix compte. Les premiers signaux arrivent sous forme de rumeurs. Un soutien discret serait proposé à certains cadres militaires afin de garantir une transition jugée plus stable.
rien d'illégal en apparence. Les contacts se veulent polis, mesurés, presque administratifs. Les mots employés évitent toute référence directe à une rupture institutionnelle. Cette banalité constitue précisément le premier piège. Un premier officier reçoit ainsi une invitation informelle dans un bureau loué pour quelques jours. La discussion reste floue, centrée sur l'avenir, les équilibres régionaux, la nécessité d'éviter le chaos. Ce n'est qu'à la fin que l'argument financier apparaît, posé comme une évidence silencieuse. Un second officier, plus jeune, se voit proposer un appui de carrière accéléré, accompagné d'un protocole déjà rédigé, comme si la décision avait été prise ailleurs. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ces approches ne sont ni rejetées ni acceptées. Elles sont observées. Chaque échange est noté, chaque détail conservé. Cet effet précoce est décisif. Avant toute arrestation, la loyauté de quelques individus transforme des tentatives d'ingérence en source d'information. Le rapport de force commence à s'inverser bien avant que l'affaire ne devienne visible. La séquence des événements s'installe d'abord dans une temporalité lente. Les premiers contacts sont espacés, presque anodins. Un appel bref, un message transmis par un intermédiaire, un rendez-vous proposé sans urgence apparente. Pour ceux qui orchestrent l'opération, il s'agit de tester le terrain, de vérifier que les portes ne se ferment pas immédiatement. Rien ne doit sembler précipité. Progressivement, le rythme change. Les échanges deviennent plus fréquents, les lieux plus précis. Un restaurant discret, un hôtel du centre-ville où les chambres sont louées à la semaine. Les interlocuteurs parlent peu, mais proposent beaucoup. Ils évoquent des soutiens à l'étranger, la nécessité d'anticiper une transition présentée comme inévitable et la promesse d'un accompagnement financier destiné à sécuriser certains choix. À ce stade, tout est conçu pour donner l'impression d'un processus déjà validé ailleurs. Le basculement intervient lorsque les services burkinabés établissent que l'argent en circulation ne provient pas d'une source isolée. Les flux renvoient à des circuits déjà identifiés dans d'autres tentatives de déstabilisation régionale. Ce constat transforme la lecture de l'affaire. Il ne s'agit plus d'un acte opportuniste, mais d'un mécanisme structuré, pensé pour s'adapter aux réactions locales. L'enjeu devient alors de comprendre l'architecture du réseau avant d'intervenir. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, une ligne de conduite s'impose. Ne rien brusquer. Laisser les interlocuteurs croire que le scénario suit son cours. Chaque rencontre est surveillée, chaque échange documenté. Les officiers approchés sont sécurisés discrètement, afin d'éviter toute pression directe. Cette phase, invisible pour l'opinion publique, est essentielle. Elle permet de cartographier les relais financiers, les médiateurs et les points de contact. Le point culminant survient dans un hôtel du centre de Ouagadougou. L'intermédiaire, confiant, pense s'apprêter à conclure. La valise est présente, lourde, prête à être échangée contre des engagements précis. Au signal convenu, une unité spécialisée intervient. L'opération est rapide, méthodique, silencieuse. Aucun coup de feu, aucun mouvement de panique. En quelques minutes, ce qui devait orienter la trajectoire politique du pays s'effondre. À partir de cet instant, la dynamique s'inverse. Ce qui se jouait dans l'ombre devient visible. La tentative d'ingérence cesse d'être une hypothèse pour devenir un fait établi, ouvrant la voie à l'étape suivante, celle des preuves chiffrées et mesurables. Après l'arrestation, le récit quitte le terrain des impressions pour entrer dans celui des données mesurables. Les autorités publient alors un premier ensemble de chiffres destinés à donner un contour précis à ce qui, jusque-là, relevait d'un réseau d'ombre. Le point de départ concerne les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5 milliards de francs CFA transitent par des circuits liés à des structures présentées comme humanitaires. Avant l'enquête, ces mouvements étaient classés comme aides ordinaires,
Après recoupement, ils apparaissent comme des vecteurs d'influence dissimulés. Ce premier chiffre marque un changement d'échelle. La valise interceptée cesse d'être perçue comme un acte isolé. Elle devient l'élément visible d'un système plus large, conçu pour injecter de l'argent liquide dans des moments de fragilité politique. Les analystes soulignent que ces fonds prétendaient financer des projets éducatifs ou sociaux, alors qu'ils alimentaient en réalité des intermédiaires chargés d'approcher des acteurs clés. La différence entre l'intention affichée et l'usage réel constitue ici l'indicateur central. Un deuxième bloc de données concerne les communications. En moins de 3 semaines, 32 appels sont enregistrés entre les personnes interpellées et des relais situés à l'étranger. Pris isolément, ce volume peut sembler limité. Comparé à la période précédente où les échanges restaient sporadiques, il révèle une accélération nette. Les enquêteurs établissent une corrélation temporelle. Les pics d'appels coïncident avec des moments de tension militaire dans certaines zones du pays. Cette synchronisation suggère une coordination visant à tester la solidité des forces restées loyales à Ibrahim Traoré. Le troisième indicateur porte sur la réaction sociale. Dans les 48 heures suivant l'arrestation, plus d'1 million de messages de soutien circulent sur les réseaux. Avant la saisie, l'opinion publique demeurait diffuse, marquée par la méfiance et l'attentisme. Après, elle se cristallise autour d'un symbole clair, le refus collectif d'être acheté. Bien que ces données proviennent d'espaces numériques, elles traduisent un basculement perceptible dans la mobilisation civique. Pris ensemble, ces trois ensembles chiffrés remplissent une fonction précise. Les flux financiers montrent la profondeur du réseau. Les communications révèlent sa méthode opérationnelle. La réaction sociale mesure l'impact immédiat sur la population. Le récit change alors de nature. Il ne s'agit plus seulement d'un complot déjoué, mais d'un phénomène documenté, susceptible d'être analysé, comparé et débattu sur la base de faits observables. Sur la scène internationale, l'affaire de la valise suscite rapidement deux lectures opposées, chacune cohérente dans sa logique et portée par des acteurs disposant de leurs propres arguments. La première interprétation, relayée par plusieurs chancelleries occidentales et centres d'analyse sécuritaire, décrit l'épisode comme le symptôme d'une dérive paranoïaque. Selon cette vision, les autorités burkinabées surestimeraient les menaces extérieures, verraient des tentatives d'ingérence partout et risqueraient, par excès de fermeté, de s'isoler de partenaires essentiels. La suspension de certains programmes, l'arrêt de coopération et la perspective de sanctions économiques seraient alors présentés comme des conséquences prévisibles d'une stratégie jugée contre-productive. Cette lecture insiste sur un point central. Dans un environnement régional instable, un pays comme le Burkina Faso ne pourrait se permettre de rompre brutalement avec des appuis financiers et diplomatiques établis de longue date. L'affaire de la valise serait ainsi interprétée moins comme la preuve d'un complot structuré que comme un aidant amplifié par un climat de méfiance institutionnelle. La seconde lecture adopte un raisonnement inverse. Défendue par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine, des analystes régionaux et certains observateurs du Sahel, elle affirme que la dépendance constitue une menace plus profonde que toute réduction ponctuelle de l'aide extérieure. Dans cette perspective, les mécanismes de coopération conditionnelle entretiennent en une vulnérabilité structurelle. L'épisode de la valise illustrerait une réalité rarement admise. Certaines formes d'appui servent aussi à préserver des rapports de force historiques, plutôt qu'à renforcer une autonomie réelle. Cette position est souvent associée à la ligne défendue par Ibrahim Traoré. La réfutation s'appuie sur les faits disponibles. Les données publiées montrent que, malgré les tensions diplomatiques, certains indicateurs économiques progressent sur la période observée. Ces éléments ne suppriment pas les risques évoqués par la première lecture,
mais il fragilise l'idée d'un effondrement automatique. Le débat se déplace alors d'un affrontement idéologique vers une analyse fondée sur des effets mesurables. La bascule intervient lorsqu'une déclaration publique transforme une opération de sécurité discrète en position politique assumée. En affirmant que le pays n'est plus à vendre, Ibrahim Traoré déplace l'affaire du registre technique vers celui du choix souverain. La formule, courte et directe, circule rapidement. Elle est reprise dans les casernes, dans les rues, puis dans les capitales voisines, modifiant la perception de l'événement. À l'intérieur du pays, cette prise de parole agit comme un stabilisateur. Elle donne un sens collectif à l'arrestation et relie des gestes individuels à une orientation nationale. Ce qui pouvait être perçu comme une manœuvre ponctuelle devient l'expression d'une ligne plus large, lisible pour la population comme pour l'appareil d'État. À l'extérieur, l'effet est inversement perturbateur. Les partenaires et observateurs sont contraints de revoir leurs hypothèses. La posture burkinabé n'apparaît plus tactique ou provisoire, mais déclarée et assumée. Le cadre change. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer une affaire de sécurité intérieure, mais de mesurer jusqu'où un État peut aller dans l'affirmation de son autonomie sans rompre ses équilibres. Ce point médian redéfinit la suite du récit. La question centrale n'est plus ce qui a été empêché, mais ce que cette fermeté produit concrètement dans la durée pour l'État, l'économie et la société. Les effets de l'affaire dépassant rapidement le cadre de l'arrestation et se déploient sur plusieurs niveaux distincts, touchant des acteurs aux intérêts parfois divergents. Pour l'État burkinabé, l'épisode devient un levier politique et administratif. Les autorités engagent des révisions de procédures, renforcent les mécanismes de contrôle des flux financiers et imposent une lecture plus stricte de certains contrats sensibles. Avant, de nombreuses règles semblaient négociables ou interprétables. Après, elles sont appliquées avec davantage de cohérence, ce qui redonne à l'appareil institutionnel une marge d'action plus lisible. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le signal envoyé est ambivalent. D'un côté, les exigences deviennent plus contraignantes, notamment en matière de transparence et de conformité. De l'autre, ces règles plus claires réduisent une forme d'arbitraire qui alimentait l'incertitude. Certains investisseurs dénoncent une orientation jugée dissuasive, tandis que d'autres y voient la possibilité de partenariats plus équilibrés. Le risque change de nature. Il n'est plus seulement sécuritaire ou financier, il devient aussi réputationnel, ce qui modifie les calculs à moyen terme. Du côté de la population, l'impact est surtout symbolique et social. L'arrestation agit comme un électrochoc. Les discussions se multiplient dans les radios locales, les quartiers populaires et les établissements scolaires. Avant l'affaire, la méfiance et l'attentisme dominaient. Après, une forme de fierté civique s'exprime plus ouvertement, même si elle ne fait pas disparaître les difficultés économiques ni les tensions liées à l'insécurité. L'événement devient un point de référence dans le débat public, un repère pour évaluer la crédibilité de l'action publique. À l'échelle régionale enfin, les répercussions s'étendent d'au-delà des frontières. Les échanges avec le Mali et le Niger gagnent en densité, notamment dans le cadre de coopération sécuritaire et économique. L'idée d'une coordination accrue au sein du Sahel prend davantage de consistance. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme celui d'un symbole de repositionnement, observé avec attention par les pays voisins et les partenaires extérieurs. Ces quatre niveaux d'impact montrent que l'épisode de la valise ne constitue pas une parenthèse. Il agit comme un révélateur, capable de recomposer simultanément les rapports entre l'État, l'économie, la société et l'environnement régional. À moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune éclairant une manière différente de prolonger la ligne actuelle sans en masquer les risques. Le scénario le plus probable repose sur la continuité maîtrisée.
Les institutions poursuivent leur consolidation par étapes, les dispositifs de contrôle se stabilisent et les relations extérieures restent tendues mais fonctionnelles. La croissance demeure modérée, freinée par l'environnement sécuritaire, mais soutenue par une meilleure lisibilité des règles internes. Dans cette configuration, le pays avance sans rupture spectaculaire, privilégiant la cohérence de la trajectoire à la recherche de résultats rapides. Le scénario le plus favorable s'appuie sur une intégration régionale renforcée. Si les coopérations avec les États voisins se traduisent par des projets concrets, notamment dans l'énergie, l'agriculture ou les infrastructures, un effet de levier apparaît. La mutualisation de certains investissements réduit les coûts et renforce la capacité de négociation collective face aux partenaires extérieurs. Dans cette hypothèse, la ligne défendue par Ibrahim Traoré dépasse le cadre national et s'inscrit dans une dynamique régionale plus structurée, susceptible de stabiliser certains équilibres à moyen terme. Le scénario le plus risqué repose sur un isolement accentué, une accumulation de pression économique, de campagnes de dénigrement et de tentatives de déstabilisation pourrait fragiliser la cohésion interne. Si les alliances régionales tardent à produire des résultats tangibles, les coûts sociaux augmenteraient, alimentant frustration et tension. La fermeté deviendrait alors difficile à soutenir sans ajustement. Face à ces trajectoires, une règle de lecture s'impose. Ne pas confondre vitesse et direction. Un projet politique peut ralentir ou rencontrer des obstacles sans perdre sa cohérence. C'est cette continuité, plus que l'intensité ponctuelle, qui déterminera la solidité du chemin emprunté. Derrière les données, les opérations de sécurité et les choix politiques, une question demeure centrale. En quoi cette histoire concerne-t-elle directement celui qui regarde, parfois très loin du Sahel? Le récit propose trois angles pour relier cet épisode à des expériences plus universelles, sans quitter le registre analytique. Le premier angle touche au rapport à l'autonomie. Dans de nombreux contextes, aide, financement ou opportunité s'accompagnent de conditions implicites. L'affaire de la valise invite à interroger ce point de bascule souvent invisible. À partir de quel moment un avantage immédiat commence-t-il à réduire la capacité de décider par soi-même? Cette tension n'est pas propre aux États. Elle traverse aussi les organisations, les entreprises et les trajectoires individuelles. Le deuxième angle concerne la vigilance face aux influences. Les mécanismes observés au Burkina Faso, intermédiaires rassurants, discours techniques, promesses rapides, existent sous d'autres formes ailleurs. Ils s'appuient sur la normalité apparente pour éviter la confrontation directe. En suivant la méthode adoptée par les officiers, faite d'observations patientes et de recoupement, le spectateur peut reconnaître des schémas comparables dans des environnements professionnels ou institutionnels différents. Le troisième angle renvoie à la responsabilité individuelle. Le récit montre qu'un nombre restreint d'acteurs, par des décisions discrètes mais cohérentes, a suffi pour empêcher une bascule majeure. Cette idée dépasse le cadre militaire. Elle rappelle que des choix silencieux, lorsqu'ils s'additionnent, peuvent produire des effets collectifs durables. Cette logique, souvent associée à la ligne défendue par Ibrahim Traoré, éclaire la manière dont une souveraineté collective repose aussi sur des actes ordinaires. Les autorités décrivent une méthode destinée à transformer un épisode spectaculaire en cadre durable fondé sur des pratiques observables plutôt que sur des déclarations symboliques. La première étape concerne l'assainissement des flux financiers. Les mécanismes de traçabilité sont renforcés en priorité sur les circuits où circulaient des fonds présentés comme humanitaires. L'efficacité se mesure par des indicateurs simples: canaux fermés, transactions réévaluées, zones de risque mieux identifiées. La deuxième étape porte sur l'encadrement des ressources minières.
Les clauses contractuelles sont précisées afin de garantir qu'une part accrue des bénéfices reste dans le pays et soit réinvestie localement. Avant, ces obligations étaient en souvent générales. Après, elles deviennent mesurables et suivies dans le temps. Cette approche vise à réduire l'écart entre richesse extraite et impact réel sur les infrastructures et les services publics. La troisième étape consiste à institutionnaliser l'expérience. L'affaire de la valise est intégrée comme cas d'étude dans certaines écoles militaires et administrations. L'objectif est opérationnel: améliorer la détection précoce des tentatives d'ingérence et standardiser les réponses. À cela s'ajoute un effort de transparence accru avec la publication régulière de données destinées à nourrir le débat public. Enfin, une place est accordée à la vigilance citoyenne. Les médias locaux, les associations et les radios communautaires sont encouragés à jouer un rôle actif dans l'observation démocratique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route cherche à ancrer la souveraineté non comme un slogan mais comme un ensemble de pratiques quotidiennes, évaluables et ajustables. Lorsque la nuit retombe sur Ouagadougou, une image demeure comme un fil discret reliant l'ensemble du récit: celle des officiers qui, dès les premiers contacts, ont choisi de ne pas céder immédiatement, préférant observer, noter et attendre. Ces gestes silencieux, presque invisibles, ont préparé un dénouement sans affrontement ouvert, bien avant que l'affaire ne devienne publique. La souveraineté ne s'est pas jouée dans un discours, mais dans cette patience stratégique. Dans les casernes comme dans les quartiers, l'histoire circule désormais sous forme de récits courts. L'officier qui a feint l'hésitation, celui qui a transmis l'information au moment décisif. Ces anecdotes ne gomment ni les menaces persistantes, ni les fragilités du quotidien, mais elles installent une idée durable. La résistance ne prend pas toujours la forme d'un choc frontal. Elle se construit souvent dans la constance et la discipline. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un héros isolé, mais comme le point de convergence d'une loyauté collective. La valise de 5 milliards concentre ce qui aurait pu être acheté et ce qui ne l'a pas été. Elle devient un symbole retourné contre ceux qui pensaient pouvoir fixer un prix. Une phrase résume ce basculement moral et politique: la loyauté n'a pas de prix. L'histoire ne se referme pas avec la saisie d'une valise ni avec une déclaration forte. Elle se prolonge dans les choix quotidiens d'un pays confronté à des pressions qui prennent rarement une forme frontale. À travers cet épisode, le Burkina Faso devient un terrain d'observation des mécanismes contemporains d'influence, où l'ingérence avance souvent sous des apparences ordinaires. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme une conclusion que comme un repère dans un processus encore en cours. Pour le spectateur, même éloigné du Sahel, le récit ouvre une invitation simple: regarder autrement les offres, les partenariats et les opportunités présentées comme évidentes. Derrière les discours lissés et les promesses rapides, quelles conditions implicites sont réellement à l'œuvre? À quel moment l'aide, l'investissement ou la coopération cessent-ils d'être neutres? La discussion reste volontairement ouverte. Chacun peut y projeter ses propres contextes, professionnels ou civiques. C'est souvent dans ces échanges modestes mais essentiels que se construisent les réflexes permettant d'identifier les dépendances avant qu'elles ne s'installent durablement.